grunge ce soir à la Nirvana. On commence cette émission sur les chapeaux de roue avec mon nouveau confrère Dim, qu'on appelle aussi Dimebag Darrell. Vous l'avez pu le voir par son jeu de guitare qui rappelle celui du guitariste malheureusement disparu de Pantera, Dimebag Darrell. Donc on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On a plein de choses à vous montrer, plein de belles choses. Et on commence direct avec le Herp Market, donc les produits du mois. Donc ce mois-ci, je vais vous parler des lampes de la marque Lucky Reptiles. Lucky Reptiles qui est notre sponsor pour cette émission. Ils ont mis au point des lampes à halogénure métallique de très bonne facture. Alors, laissez-moi m'installer parce qu'on installe tout au fur et à mesure. Vous voyez, c'est artisanal. C'est carrément... Hop. Alors, j'ai un petit problème de pied. Voilà, parfait. Et comme vous le voyez, même avec des secousses, elles restent nickel. Donc, ces lampes HID, vous les connaissez. Elles existent chez plusieurs marques. Donc, Lucky Reptile a sorti donc une gamme qui s'appelle Bright Sun. Et ces lampes ont l'avantage de produire à la fois des infrarouges. Donc dans le dernier épisode d'Herp World, je vous ai montré une lampe Arcadia qui émettait que des infrarouges A et B. Donc ici, elle émet des infrarouges, donc de la chaleur, mais aussi des UVA et des UVB. Donc on peut par exemple prendre des mesures avec deux appareils indispensables. Donc un UV-mètre qui va nous donner le nombre de microwatts au centimètre carré que produit la lampe. Donc, et un indicomètre, donc l'indice UV de la lampe. Donc c'est deux choses très importantes à savoir quand vous choisissez des lampes pour vos reptiles et quand vous réglez surtout la distance à laquelle les lampes doivent être du reptile. Parce que je vous l'ai déjà expliqué dans l'émission. Vous me voyez là derrière la lampe. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'émission, hein, c'est pas que la chaleur qui peut brûler les reptiles, mais les UVB, exactement comme un coup de soleil, comme vous pouvez attraper un coup de soleil, eux aussi peuvent avoir un coup de soleil, donc ça peut les brûler superficiellement et surtout ça peut les déshydrater. Donc, je le dis et je le répète, ces lampes HID, elles sont très bien, mais il faut savoir les utiliser. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Donc, ce qui est très bien dans la gamme Bright Sun, c'est que déjà la marque prend soin de tester toutes les lampes et de voir ce qu'elles émettent comme rayonnement UVB. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont un lot de lampes qui arrive, ils vont faire comme moi, ils vont les mettre sur des portiques comme ça, les faire fonctionner. Alors, il faut savoir que la lampe doit chauffer à un certain moment pour pouvoir développer le maximum d'UV pour vraiment être la plus performante possible. Donc il ne faut pas la mesurer au bout de 10 minutes, il faut la laisser tourner au moins 20 minutes, une demi-heure pour qu'elle soit bien chaude. Et là après on peut commencer à faire des mesures. Donc ce qu'ils font pour pouvoir tester toutes les lampes et voir si les quantités qu'ils se fixent à avoir comme UVB vont être au rendez-vous. Donc ils font un travail sérieux au niveau de la mise en place et du contrôle qualité des lampes. Et surtout, une chose qui est très intéressante dans cette marque, c'est le ballast. Parce qu'en fait, ces lampes HID, elles ne fonctionnent qu'avec un ballast. On ne peut pas les brancher directement sur le courant. Elles ne fonctionneraient pas. C'est pour ça que quand vous les achetez, il faut toujours prévoir le coût aussi d'un ballast. Parce qu'elles ne peuvent pas être branchées en direct. À la différence des lampes qui font aussi des infrarouges et des UVB qui sont, comme on dit, à vapeur de mercure, donc comme les PowerSun, les lampes D3 de chez Rapid System, etc. Elles, c'est des lampes à vapeur de mercure qui ont un ballast intégré. Donc on peut les visser directement sur le culot et le brancher directement au courant. Donc elles sont un petit peu moins stables, mais il n'y a pas besoin de ballast. Ces lampes-là sont beaucoup plus stables, consomment beaucoup moins d'énergie, mais par contre, il y a l'investissement d'un ballast qu'il faut prévoir. Et dans cette marque, ce qui est très intéressant, c'est que normalement, le ballast, il y a en général 3 puissances dans les lampes HID comme ça, qui sont 35 watts, 50 watts et 70 watts. Donc,
En général, on doit accorder le ballast à la lampe. Si on prend une lampe de 35 watts, on va prendre un ballast de 35 watts. Et Lucky Reptile, pour nous faciliter la vie, il a demandé à Philips de créer ce ballast. Donc c'est la marque Philips, donc une marque qui est renommée dans les produits électriques et notamment les luminaires. Ce ballast, en fait, vous pouvez l'utiliser avec les 3 puissances de lampe. Donc si vous achetez un jour, vous investissez dans un ballast et que pour votre installation, vous prenez par exemple une 35 watts parce que ça vous correspond à ce moment-là, si un jour vous faites une autre installation pour votre animal et qu'il vous faut une lampe beaucoup plus puissante, une 60 watts, 70 watts ou 50 watts, ce ballast, voilà, tu peux switcher. Regarde, tu vois, il y a un petit switch ici. Voilà, qu'on peut switcher. En fait, un petit interrupteur, on change de puissance, 35, 50 ou 70. Donc, il faut savoir que ces ballasts sont de très bonne qualité puisque c'est des Philips et ils sont garantis 1 an. Donc, ça, vous êtes déjà sur un produit qui est fiable. Donc, pour revenir à la lampe, donc, elle émet de la chaleur et elle émet des UVB et des UVA. Donc, vous voyez déjà, la lumière est très blanche. Très dynamique au niveau pour les reptiles, c'est vraiment très bien pour tout ce qui est l'appétence, la reproduction, les couleurs bien sûr. Voilà, votre reptile. Voilà, et c'est que les reptiles qui sont durs, donc qui ont besoin d'UV, ils sont vraiment très sensibles à la luminosité. Hein. On avait fait déjà un épisode où je vous ai expliqué ce que c'était que les Kelvin, j'espère que vous vous en souvenez. Hein. C'est ce qui permet de mesurer la température de couleur de la lumière. Donc plus on est bas dans les Kelvin, plus on est vers le rouge, donc vers un coucher de soleil par exemple, 3200 Kelvin, un coucher de soleil. Et plus on monte, plus on est dans les bleus, donc une lumière beaucoup plus blanche. Donc ce qu'on recherche en général pour quelque chose de très pétant, c'est entre 6000 et 7000 Kelvin. Donc là, c'est des lampes qui font une lumière très blanche, très stimulante pour les reptiles. Et donc des UVB aussi. Donc là, grâce à ce petit appareil qui a un UV-mètre, je vais mesurer donc le nombre de microwatts au centimètre carré. Donc là, je suis à peu près à 30 cm et là, j'ai à peu près 120 microwatts au centimètre carré. Donc c'est énorme. C'est une très bonne... donc là, c'est une 50 watts que j'ai mis en démonstration. Une 50 watts, donc c'est une puissance moyenne. Et je vais vous expliquer après les petites précautions qu'il y a à prendre avec ce type de lampe. Donc vous voyez, une 50 watts, ce qui n'est pas énorme, elle va produire ici, alors attendez, il faut que je me lève, entre 100 et 120 microwatts, ça dépend comment je me mets en dessous de la lampe, comment je positionne l'appareil. C'est déjà énorme, à savoir que par exemple dans le bouquin de Danny Brown sur les varans, il explique que la quantité d'UV grosso modo que doit recevoir un varan dans une journée, c'est aux alentours de 300 microwatts. Donc ça veut dire que à peine 3 heures sous cette lampe servirait à répondre aux besoins journaliers d'un varan. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vais mettre un bémol sur l'utilisation unique de ces lampes. En fait, quand elles sont arrivées sur le marché, on a tous crié, tous les éleveurs, waouh, c'est génial et tout, c'est super, on est trop heureux d'avoir ça, ça fait de la chaleur, ça fait des UV, plus on a d'UV, mieux c'est, pour nos reptiles, plus on a d'UVB et tout ça, donc on a tous mis ça sur nos animaux. Et en fait, ils étaient obligés, pour avoir de la chaleur, de prendre un rayonnement UVB hyper important. Du coup, on a remarqué très vite sur des animaux qui ont une peau assez sensible, parce que tous les reptiles n'ont pas une peau qui a la même sensibilité, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc par exemple les pogonas, ils vont avoir une peau qui peut résister à des radiations incroyables, et un varan, notamment un Prasinus, Varanus prasinus, des varans arboricoles comme ça, voilà, ou même d'autres varans, les gloertiles, etc. Eux qui ont une peau plus fine, ou encore pire les caméléons, qui ont une peau très sensible, très perméable, des yeux plus fragiles, etc. Ils vont avoir un rayonnement UV qui va être beaucoup trop important s'ils sont obligés de venir se chauffer uniquement sous cette lampe, parce qu'ils n'auront pas le choix. C'est un peu comme si vous étiez à la montagne, vous avez froid, vous devez vous réchauffer, et vous avez deux options. Soit vous restez sur la terrasse du bar de ski et vous mettez au soleil
et au bout de 10 minutes, vous sentez la peau de votre visage qui est en train de se décoller, mais vous avez chaud et c'est cool. Vous avez mal, mais vous avez chaud. Ou alors, on vous propose de vous mettre devant un poêle qui va émettre des infrarouges et sans UV. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le poêle. Bah, eux, c'est exactement la même chose. Donc, ce type de lampe, c'est excellent, mais il faut respecter les distances de sécurité et il ne faut pas les choisir comme des lampes chauffantes uniquement. Souvent, ce qui se passe avec ces lampes 3 en 1, en fait, c'est que les gens se disent « Ah ben moi, mon terrarium, il fait 1,20 m, chez moi, il fait un peu froid, je vais prendre une 70 watts. » Parce qu'ils réfléchissent en lampe chauffante. Et ensuite, en disant bah, « Les UV, c'est pas grave, il y en aura plein et tout ça. » Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le réfléchir. Une 70 watts, si je l'avais branché là, j'aurais eu peut-être 200 microwatts à cette distance. Donc, c'est vraiment une radiation très importante au niveau des UVB. Donc, ça peut créer des brûlures. Donc, moi, ce que je recommande, enfin, ce qu'on recommande en tout cas, c'est vous pouvez utiliser ces lampes, il n'y a aucun problème, mais faites des tests au niveau des distances, renseignez-vous bien sur les distances et si possible avec un UV mètre, c'est ce qu'il y a de plus précis. Et surtout, donnez à votre lézard ou reptile, hein, ça peut être une tortue, la possibilité de se chauffer avec un appareil qui fasse uniquement des infrarouges, donc un spot halogène, une lampe céramique, les Arcadia Deep Heat Projector qu'on vous a déjà présenté, voilà. Donc en tout cas, c'est une très bonne technologie, ça consomme peu d'électricité, ça fait un très très beau rayonnement UV, ça chauffe. Donc par exemple, quand on a un grand terrarium, on peut avoir 2 points chauds. Moi par exemple, quand j'élevais tous mes Gleuerti, beaucoup de petits varans australiens en fait, j'utilisais dans un point du terrarium, j'avais une 35 watts comme ça, sous une grille, enfin au-dessus d'une grille, pardon, voilà, en lampe HID comme ça. Et j'avais aussi un halogène sur un autre point du terrarium qui leur permettait de se chauffer. Et ils pouvaient choisir en fait, parce qu'ils sentent bien ce qui se passe. Alors, ils arrivent à bien sentir s'ils reçoivent des UV ou pas. Et ils choisissent d'avoir que des infrarouges ou des UVB. Donc, c'est un très bon matériel, mais il faut surtout bien l'utiliser. Aujourd'hui, malheureusement, en captivité, on ne sait pas encore assez bien dans la terrariophilie utiliser les UV. En fait, en gros, c'est comme si à l'époque, il y a 50 ans, on disait les reptiles, ils ont besoin de chaleur, mais on n'avait pas de thermomètre pour les mesurer. Donc en fait, on mettait des lampes chauffantes sans savoir quelle température il y avait. Et puis bah, ceux qui résistaient aux fortes températures et qui vivaient, c'était cool. Et puis bah, ceux qui avaient trop chaud, bah, ils mouraient. Tant pis pour eux, dommage. Donc c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on mesure tout le temps les températures pour être sûr d'avoir les bonnes températures pour nos reptiles. En fait, avec les UV, on doit exactement faire la même chose sur le principe que les animaux doivent s'UV réguler et que dans la nature, ils vont s'exposer aux UV plus ou moins à certains moments de la journée. Ils ne vont pas s'exposer par exemple quand le soleil est le plus fort, ils vont s'exposer un petit peu le matin ou un petit peu le soir. Ils font attention à ce genre de choses. Donc il y a un jeu entre ombre et lumière qu'on doit pouvoir répliquer en terrarium, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une partie du terrarium qui est un petit peu plus ombragée, entre guillemets, et une partie qui est un peu plus ensoleillée et qui va leur permettre d'avoir de la chaleur et des UV. Voilà, donc je vous conseille de regarder de près cette gamme Bright Sun, donc pour les lampes, bien sûr, et les ballasts qui sont très intéressants. Il y a aussi des kits avec le ballast et la douille. Il y a des rallonges pour pouvoir, vous voyez, ça marche sous forme de clips. Voilà, il y a des connecteurs. Exactement, des connecteurs qui vont jusqu'à 2 mètres. Et donc les ballasts qui sont garantis un an. Et voilà, c'est un produit qui est vraiment excellent. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur notre site. Voilà, si vous avez besoin d'une lampe qui fait à la fois UVA, UVB et des infrarouges, la gamme Bright Sun est vraiment excellente. Et d'ailleurs, donc on va faire gagner un ballast qui peut encaisser les 3 puissances à une personne qu'on contactera qui a partagé notre teaser le plus possible. Ouais. Donc on va le contacter et c'est un cadeau super sympa de la part de notre sponsor du jour, Lucky Reptile. Merci à eux, merci beaucoup. Et vous pouvez les remercier aussi parce que grâce à eux, on peut arriver à justement commencer à vous offrir des choses et à vous faire participer. Donc c'est vraiment super cool.
Et donc on va passer, vous l'avez vu dans le teaser, hein, aujourd'hui on a du lourd au niveau du Herp of the Month, hein, de l'animal. Donc on va débrancher tout notre petit matériel et on va passer sur l'animal du mois, le Corallus bathesi. Voilà, attention, hop, j'enlève ça et voilà, et j'en profite pour vous présenter, pour ceux qui la connaissent pas, Laurine, mais il y en a beaucoup qui la connaissent puisqu'elle a déjà travaillé chez Reptiline, elle est revenue, regardez, la mère des reptiles, Mother of Reptiles. Attention, c'est elle, la maman des reptiles chez Reptiline, c'est elle qui s'occupe des reptiles et qui nous amène justement de magnifiques reptiles que je vais vous présenter tout de suite. Donc elle va le prendre, Laurine, fais attention, il faut le prendre par le dessous. Hop là, attention, hop. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et on est parti pour les Corallus bathesi. Yeah! Alors là, je vous emmène 2 juvéniles et mon collègue Dim, ici présent, va prendre 2 subadultes. Donc là, aujourd'hui, on vous a ramené du lourd puisque cette espèce est assez rare en captivité, même plutôt rare en captivité. Et je vais vous expliquer, on va vous raconter tout sur cette espèce magnifique. Donc là, on a à la fois donc, 2 subadultes, donc il y a déjà leur coloration adulte qui sont nés en 2016, et 2 juvéniles, on va faire des gros plans après. Donc je vais vous présenter cette espèce. Tout d'abord, on va partir du début. Le nom, donc Corallus bathesi, donc en fait, quand est-ce qu'il a été... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas faire de bêtises. Attention, faites pas de bêtises. Et donc, en fait, il a été décrit pour la première fois, l'espèce a été décrite en 1860. Donc, en fait, c'est John Howard Gray qui l'a décrite. Et en fait, au départ, c'était pas le genre Corallus, c'était le genre Chrysenis bathesi. Donc, il l'avait nommé bathesi en l'honneur de Henry Walter Bates. C'est un naturaliste et explorateur anglais qui d'ailleurs a donné son nom à ce qu'on appelle le mimétisme bathésien. En fait, le mimétisme bathésien, c'est quand un animal mimétise un autre animal pour se protéger. Donc, par exemple, les faux corails qui mimétisent un serpent venimeux pour se protéger des mêmes prédateurs, en fait. On a appelé ça, du nom de ce monsieur, le mimétisme bathésien. Donc c'était marrant, une petite anecdote sympa. Donc il y a eu beaucoup de changements de nom au niveau du Corallus, hein, puisqu'on va en parler. Hein, pour nous, les Français, comme c'est un animal encore plus mythique que chez les autres éleveurs européens, puisque après il a été appelé donc Corallus bathesi, caninus par Bullinger en 1893. Donc c'est là où pour nous les Français le bas blesse, puisque Corallus caninus était aussi présent en Guyane, et comme la Guyane est un territoire français, eh ben ouais. Donc on ne pouvait pas avoir Corallus caninus comme tous nos autres amis belges ou hollandais. Voilà, on peut pas faire comme tout le monde. Hein, on est français, on a des moustaches, c'est parti quoi. Obélix, Astérix. Donc c'était donc Corallus caninus, comme celui qui est en Guyane. Ensuite, il a été appelé Boa canina par Amaral en 1925. Donc Amaral, d'où le nom de Boa constrictor amarali aussi. Hein, il a été nommé en l'honneur de ce monsieur. Donc lui, il les a appelés Boa canina. Et ensuite, Peters en 70 les a renommés à nouveau Corallus caninus. Décidément, il y a eu beaucoup de changements chez cet animal pour que jusqu'en 2009, donc Anderson les appelle, reviennent au nom d'origine et les appelle Corallus bathesi. Donc c'est pour ça, bande de petits vénards, comme c'est une espèce qui est différente maintenant de Corallus caninus, c'est pour ça qu'à l'époque on ne pouvait pas les avoir et que c'était impossible de les voir en France, où c'était très rare, à part chez des capacitaires. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui c'est possible parce que c'est une espèce qui ne vit pas en Guyane. Eh ben non. Et donc, en fait, à l'époque, on les appelle boa émeraude du bassin amazonien. Donc, comparativement aux boa émeraude qu'on trouvait en Guyane et au Suriname. Donc, en fait, on les trouve donc, dans le bassin amazonien, au niveau du Brésil, du Pérou, du Venezuela, Équateur, Colombie.
Mais pas en Guyane, parce qu'en fait, a priori, il y a une barrière montagneuse qui empêche le passage entre les deux et qui a séparé, en fait, ces deux espèces, à la fois génétiquement et aussi qui a induit donc, des modifications visuelles. Donc, je vais vous expliquer toutes les différences qu'il y a entre un caninus et un batésie. En fait, si on regarde pas, si on regarde vite fait, on a l'impression que c'est pareil. Mais si on a un peu le sens de l'observation et qu'on regarde bien, ça n'a rien à voir. En fait, je vais vous montrer pourquoi. Et donc, je continue. Donc, on le trouve dans le fameux bassin amazonien, dans les pays que je vous ai cités. En général, il vit donc évidemment dans des forêts tropicales, près des fleuves, etc. Bien sûr l'Amazone et tout. Donc, on le trouve en général entre 0 et 1000 mètres. Enfin, on peut le trouver jusqu'à 1000 mètres, d'après la littérature. Donc, en fait, toujours pareil, hein, c'est des animaux, il y a très peu d'études qui sont faites sur le terrain. Et donc, on sait assez peu de choses sur leur histoire naturelle, sur qu'est-ce qu'ils font dans la nature réellement. Il y a eu une étude de fait qui a montré que sur les Corallus caninus, dans leur ensemble, hein, il y avait une densité assez faible au kilomètre carré. Hein. Il y a un mec qui s'appelle Shuttle qui a fait une étude dans les années 80, je crois, et qui a déterminé qu'il y en avait un tous les 2 km 7 carrés. Donc, vous voyez, il n'y a pas une densité super forte. D'ailleurs, notre ami Olivier Marquis, que je salue, qui est déjà venu dans Airport, était parti faire une exploration pendant 15 jours avec Nicolas Vidal pour trouver des caninus, pour essayer de les marquer, de les télémétrer, pour voir un petit peu, connaître un peu mieux leur vie dans la nature. Et en fait, en 15 jours, ils n'en ont trouvé aucun, là où ils étaient en tout cas. Donc souvent, les gens en fait, qui les cherchent, les trouvent le long des fleuves, parce que déjà, pour des humains, c'est beaucoup plus facile de pénétrer dans la forêt par le fleuve, ça va beaucoup plus vite. Donc évidemment, ils sont arboricoles, comme vous le voyez, hein, cette position arboricole, et ils sont nocturnes, principalement. Donc, ils peuvent se déplacer parfois, il en a été observé qui se déplaçaient parfois la journée, mais ils chassent vraiment la nuit. C'est comme les viridis, c'est vraiment des animaux qui sont très nocturnes. Vous verrez jamais, enfin moi ça fait longtemps que j'ai ces animaux-là en captivité, notamment même les viridis, tous ces pitons et boas arboricoles. J'en ai eu des centaines entre les mains. Franchement, la journée, dans les pièces, ils sont toujours dans cette position de repos. C'est que vraiment dans la nuit qu'on les voit en position de chasse. Jamais la journée. Mais apparemment, dans la nature, il y a eu quelques observations de fait d'animaux qui se baladaient la journée. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais ils sont principalement nocturnes. Donc on peut arriver à les voir grâce à des lampes torches. Et souvent, c'est sur les branches qui surplombent les fleuves. En fait, ils chassent là. Donc, au niveau du mode de chasse, on sait que c'est un serpent qui a une dentition assez impressionnante. Je pense que si vous vous intéressez à ce genre de serpent, vous avez déjà vu des photos sur Internet où quelqu'un, les tiens, la bouche ouverte, bien impressionnant et tout ça. Donc effectivement, ils ont une très grande dentition. Et très souvent, quand un serpent a une très grande dentition comme ça, on fait tout de suite un petit raccourci en se disant oui, c'est pour traverser les plumes, parce que les plumes, c'est plus difficile à traverser que les poils. C'est un peu comme ce qui s'était dit sur les carinata au départ. Or, c'est apparemment pas du tout vrai. Alors c'est vrai qu'en captivité, ils mangent très facilement des rongeurs. Alors, c'est des chasseurs opportunistes, bien sûr. S'il y a un oiseau, une chauve-souris qui passe, une chose volante, ils vont essayer de l'attraper. Mais apparemment, d'après des études faites sur le terrain, et ce qui paraît plus logique, ils chassent vraiment des rats. Donc des rats qui sont arboricoles, du genre Ocomis, qu'on trouve beaucoup en Guyane, le rat épineux ou le rat arboricole bicolore, du genre Ocomis, donc Ocomis bicolore. Donc sur une dizaine de spécimens qui ont été attrapés, par exemple, il y en avait 9 sur 10 qui avaient ce type de rat à l'intérieur. Et je ne suis pas étonné parce que moi en captivité, ça fait à peu près 10 ans que j'élève des boas canins. Ils mangent très facilement des rongeurs. J'ai acclimaté beaucoup de Corallus caninus qui avaient été prélevés, donc qui étaient des sauvages. Et au bout de 15 jours, ils mangeaient tous des rats décongelés sans aucun problème. Donc cette espèce de précepte où on pense que les viridis ou les batésies ou les Corallus caninus mangent surtout des oiseaux, c'est un peu pas le bon truc. En fait, ils mangent principalement des rats. Quand ils sont juvéniles,
il a été observé qu'ils mangent des petits geckos. Donc ils mangent plutôt des lézards quand ils sont jeunes. Ouais, des proies adaptées. Voilà, des proies adaptées. Les rats sont évidemment beaucoup trop gros. Donc ils démarrent plus sur du gecko, mais en captivité, ils démarrent très bien avec des rongeurs. Donc en fait, au niveau des différences maintenant, il y a la couleur. Par rapport à du Corallus caninus, le vert est bien plus sombre, beaucoup plus intense. Le blanc au niveau de la dorsale est très très blanc. Et la dorsale souvent est marquée d'un gros pattern blanc, comme vous pouvez le voir sur ces spécimens-ci. Il y a ce qu'on appelle des diamants ou des stripes, des lignes. Donc sur un caninus, il y a très souvent du gris-bleu dans le blanc. Il n'est jamais blanc pur comme ça, c'est assez rare. Donc ça c'est au niveau de la coloration, c'est une grosse différence. Le vert, vous allez voir, on va en prendre un. Je récupère mon petit tableau. Hop. Donc après, niveau comportement, hein, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Donc, quand on leur fait pas peur, il n'y a aucun problème. Et eux, ils sont particulièrement hyper cool. Tous les Batésies. Alors déjà, les canins, on entend souvent qui sont irascibles et tout ça. Enfin, moi, j'en ai élevé pas mal. Franchement, j'arrivais à les manipuler, même ceux qui venaient de la nature, sans aucun problème. Ils sont un petit peu plus craintifs, faut y aller un petit peu plus doucement. Mais en règle générale, il n'y a aucun problème. Chez les Batésies, franchement, c'est encore pire. C'est vraiment des crèmes. Franchement, de tous ceux que j'ai eu dans les mains, j'en ai jamais eu un qui a eu une réaction de défense. Ah, je le rappelle encore une fois, hein, je n'utiliserai jamais le terme agressif en parlant d'un serpent. Ils ne sont pas agressifs, c'est les gens qui sont agressifs. Eux, ils se défendent parce que, en fait, ils ont peur de vous parce qu'ils vous considèrent. Oh, tu fais des bisous. Petit câlin. Voilà, un câlin. Et donc, vous voyez, c'est des animaux hyper calmes qui sont vraiment pas sur la défensive. Donc, au niveau de la coloration, vous voyez un jaune beaucoup plus contrasté au niveau du ventre que chez les boa canins. Et surtout ce blanc qu'on a sur la dorsale. Après, il faut savoir qu'ils sont aussi plus massifs. Ils deviennent beaucoup plus gros parce que les Batésies peuvent faire jusqu'à 2,70 m. Un canin, en général, ça peut faire dans les 1,50 m, 1,80 m. Déjà, c'est un beau bestiau. C'est beaucoup plus petit, un caninus. Alors que ceux-là peuvent aller entre 2,70 m. Les femelles surtout. Les mâles sont plus petits que les femelles. Donc, vous voyez, ils se déplacent très calmement. C'est des animaux hyper placides. Et c'est vraiment des animaux qui ont un tempérament incroyable, qui est vraiment absolument royal. Donc, la grosse différence aussi qu'on va noter, c'est au niveau de la tête. Donc là, si on fait un gros plan de la tête, vous allez voir l'écaillure de la tête. C'est des toutes petites écailles sur le nez. Alors, je vous ai fait, pour que vous voyez la différence. Tiens, je te le passe 2 secondes. Pour que vous voyez la différence, je vous ai fait un petit poster. Donc ici, du côté gauche pour moi et droit pour vous peut-être. Ici, ça c'est un Corallus caninus et ça c'est un Corallus Batésie ici. Donc regardez au niveau du nez, vous voyez, toutes ces écailles sont beaucoup plus grosses chez le canin et chez le Batésie. C'est que de la petite écaille. Donc rien que ça, même la forme de la tête est différente. Donc vous voyez bien qu'il y a une très très grosse différence et donc il faut être aveugle pour dire qu'ils sont pareils. Hein. En règle générale, si on regarde bien, voilà, il y a vraiment une différence qui est énorme. Donc à la fois dans la taille, dans la coloration et donc dans l'écaillure. Et bien sûr, ils avaient fait aussi des analyses ADN qui montraient qu'ils étaient différents. Ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu, bien évidemment. Mais vous voyez, si vous regardez la photo de la tête et vous comparez les deux, comme sur cette image, vous voyez, la différence, elle est vraiment flagrante. Hein, même si on n'a pas un super bon sens de l'observation, on le voit. Et après, quand on a un bon sens de l'observation, bah, c'est vrai que le contraste du vert n'a rien à voir. Donc, alors, comme chez beaucoup de serpents arboricoles, les jeunes, quand ils naissent rouges pétants avec les ocelles blanches. Donc, c'est absolument magnifique quand c'est petit, hein, ça l'est aussi quand c'est gros. Et donc, il y a un changement ontogénique, exactement comme chez Morelia viridis. Donc là, il y a 2 petits bébés qui sont nés en 2018. Donc, vous avez celui-ci, il est encore relativement rouge-orange. Et celle-ci, qui est une femelle,
elle est chamarrée, elle a encore un peu d'orange sur la tête et elle est en train de virer au vert. Mais vous voyez, le vert, il est encore très différent de celui qui va être le cas d'un adulte. Donc, ce que vous pouvez noter aussi, ce qui est fabuleux sur ce boa, regardez la tête de profil. Vous voyez les fossettes thermosensibles. Vous voyez comme elle recule sa main, sa tête quand je mets ma main. Pardon, désolé, j'ai fait une inversion. Donc, regardez ces fossettes thermosensibles. Vous voyez tous les trous que vous avez au-dessus de la bouche. Ça, c'est des fossettes thermosensibles. Et chez les caninus et les batésies, elles sont extrêmement sensibles. Donc, il a été mesuré qu'elles sont d'une sensibilité de 0,026 degrés Celsius. Donc, c'est ultra précis, ultra sensible. Donc, inutile de vous dire que ça, c'est pas pour rien. Hein. Quand je vous disais qu'ils étaient nocturnes, hein, c'est comme chez les Vérédis. S'ils ont des fossettes thermosensibles si développées, c'est qu'ils chassent la nuit. Parce que dans la nuit, bah, ils peuvent pas se servir de leurs yeux. Ils sont dans le noir et ils vont capter les radiations thermiques des proies qui sont des mammifères la plupart du temps et qui émettent de la chaleur et qui leur permettent de les voir et de les distinguer vraiment très très bien. Donc 0,026 c'est quand même vachement précis. Donc quand j'approche ma main, elle la sent. Donc c'est pour ça qu'il y a une manière de les aborder. Quand on les manipule pour pas les affoler et puis pour qu'ils soient calmes comme ça. On a une question d'ailleurs à propos des femelles gravides au niveau de leur couleur. D'accord. Alors là, il va falloir que tu les notes comme ça, on va pouvoir en parler. On répondra à toutes vos questions quand on passera au moment des questions. Soyez pas pressés comme ça. Je sais que c'est excitant tous ces batésies et tous ces trucs. Moi aussi, j'aurais 10 000 questions et je serais heureux de répondre à vos 10 000 questions. Je vais noter toutes vos questions. Voilà. Dimitri est là pour ça, pour prendre toutes vos questions, les trier, les disséquer. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des boas. Donc il y a évidemment des mâles et des femelles. Donc les mâles, comme je vous l'ai dit, sont en général plus petits que les femelles. Et donc au niveau de la queue, quand on les sonde pour faire la différence, chez une femelle, on va rentrer entre 3 et 6 écailles la sonde. Chez un mâle, on rentre entre 10 et 15. Donc, c'est des animaux qui se reproduisent plutôt bien en captivité. Ils sont capables de produire entre 10 et jusqu'à 21 jeunes. Donc, ça peut être assez prolifique pour une grosse femelle. Évidemment, donc, comme c'est des boas, ils sont ovovivipares. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les petits, ils sont en gros dans des poches à l'intérieur de la femelle qu'on pourrait comparer à des œufs mais non calcifiés. Et ils vont sortir par le cloaque et ils vont naître tout fait et vous allez me dire voilà, tout formé en sortant de cette poche. La femelle va laisser pendre son cloaque, elle va être sur les branches bien sûr, elle va laisser pendre son cloaque et va par des contractions musculaires expulser les juvéniles et pour avoir vu plusieurs naissances en captivité et avoir des amis qui les reproduisent régulièrement, c'est assez impressionnant parce que les petits en fait ils ne tombent pas. En fait, quand ils sortent, dès qu'ils sortent, ils remontent le long de la mer pour accéder aux branches, pour pas tomber. Parce que des fois, ils peuvent être à plusieurs mètres de haut dans les branches, donc il faudrait pas qu'ils tombent. Et en fait, ils ont la capacité tout de suite de pouvoir s'agripper à la mer et remonter sur les branches. Donc ça, c'est assez étonnant. Donc c'est un animal au niveau longévité qui a une longévité très importante. J'ai un ami, Dominique, que je salue, qui est en Guyane, avec qui on fait un projet d'élevage justement sur les Corallus batési. Il élève donc du Corallus caninus depuis des années et il a des femelles qu'il a eues adultes dans sauvetage en Guyane qui étaient donc adultes quand il les a eues. Ça fait 21 ans qu'il les a. Donc c'est des animaux qui peuvent vivre plus de 20 ans sans problème s'ils sont dans les bonnes conditions. Donc justement au niveau des conditions on va en parler puisque vous allez me dire mais est-ce que c'est difficile? Souvent c'est vrai que tous les serpents arboricoles comme ça, comme les Vérédis, les Corallus caninus, comme il n'y en avait pas trop, c'était que des capacitaires qu'on avait, on a toujours l'impression que c'est difficile. Bah en fait pas du tout. C'est des serpents qui sont hyper simples à élever et pas très compliqués à reproduire au final. Déjà, c'est des serpents qui sont plutôt thermoconformistes. Je vous ai plusieurs fois parlé de cette différence fondamentale entre certains serpents, ceux qui sont des thermoconformistes et ceux qui sont des thermorégulateurs.
Donc les thermorégulateurs, c'est des animaux qui vivent dans des biotopes où les températures varient énormément. Donc ils savent aller chercher de la chaleur là où il faut, se mettre au frais s'il fait trop chaud, etc. Ils se thermorégulent énormément. Et les thermoconformistes, comme ces animaux-là, en fait, ils vont être plutôt dans un biotope où la température est à peu près tout le temps la même, à quelques variations près. Et donc, ils ne savent pas tellement bien se thermoréguler. En fait, une température ambiante leur suffit. C'est pour ça que si vous avez ces animaux-là dans une pièce d'élevage qui est relativement chauffée, du type 26-27, il n'y a même pas besoin de chauffage additionnel. Moi, actuellement, ils sont dans mon appartement et en fait, la nuit, ça descend aux alentours de 22-23. La journée, ça monte à 26-27 parce que je suis en sous-pente et ils n'ont pas de chauffage, ça leur convient très bien. J'en ai gardé des caninus plutôt parce que j'avais pas de bathésie avant, j'avais surtout des caninus. Et mes caninus, ils étaient dans ma pièce d'élevage de mes pitons bongueursmés, etc. que je chauffais à 26-27 la journée, 23-25 la nuit. Et en fait, ils étaient sans chauffage, comme ça, voilà, ils vivaient très bien, sans avoir de gradient thermique, c'est ce qu'on appelle des thermoconformistes, exactement comme les bloods, en fait, tout ce qui est bongueursmé, piton curtus, voilà, ils vivent un peu la même chose, sauf que c'est la version arboricole des blood pythons, en fait. Donc, super simple. Évidemment, comme ils sont thermoconformistes, ils vont digérer plutôt lentement. Donc, en fait, un thermorégulateur, lui, comme il y a des variations de température, il va essayer, par exemple, les Simalia boeleni. Quand je les nourris, ils vont vite se chauffer. Et en 3 jours, ils ont fait leurs excréments parce qu'en fait, il y a des variations de température importantes. Il faut digérer au plus vite au cas où il n'y ait pas les bonnes températures. Alors que eux, comme c'est des thermoconformistes, il n'y a aucun problème, ils prennent leur temps. Donc, ils ont un métabolisme plutôt lent. Et ils vont digérer tranquillement en une semaine, voire un peu plus parfois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas surnourrir ces animaux-là. C'est des animaux qui peuvent être nourris d'une manière plutôt tranquille. Ça ne sert à rien de leur donner des proies énormes, bien qu'ils puissent les manger. Mais faut y aller quand même assez mollo. Donc les juvéniles, on les démarre avec du rongeur assez bien, donc assez facilement. Donc la petite astuce que je peux vous donner qui marche très bien, et ça a été observé chez plein d'autres espèces de boïdés et d'autres serpents, c'est vrai que c'est bien de les loger individuellement, mais quand ils sont jeunes, on a remarqué que des fois le fait d'être ensemble quand on les nourrit, alors évidemment avec surveillance, mais peut les stimuler. Il y a une sorte de compétition qui rentre en jeu entre eux et qui fait qu'ils vont taper plus facilement et ils vont démarrer plus facilement. Et ensuite, une fois qu'ils sont lancés, on peut les séparer pour faire évidemment un élevage individuel, ce qui est quand même plus pratique pour bien tout suivre. C'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer, exactement. Donc ça c'est une chose qui est assez intéressante et qui peut être envisagée. Après, des fois, là, ceux-là, par exemple, ils vivent individuellement, ils mangent très bien, en même temps, ils sont assez lancés. Ils sont nés en 2018. Donc, ils sont assez lancés. Donc, après, on a parlé des températures. Donc, il y a un mythe aussi très prépondérant, on va dire, dans les terrariophiles au niveau de ce type d'animaux. C'est, ça vient de la forêt tropicale, il faut que ça soit super humide. Attention, les amis. Je vous le rappelle une fois de plus. En captivité, on n'est pas dans la forêt tropicale, on est dans une pièce, à Gazeran ou ailleurs, avec des choses qui sont closes, avec une circulation d'air qui n'est pas la même. On ne peut pas comparer la vie d'un animal dans la nature à la vie d'un animal en captivité. En captivité, on ne pourra jamais recréer la forêt de Guyane. Ça, c'est un petit fantasme qu'on a quand on débute, mais vous ne pourrez jamais recréer un biotope. Tous les vieux de la vieille, comme moi et d'autres, vous diront qu'on a tous essayé de faire ça au départ, on s'est tous plantés. Donc en fait, c'est juste impossible. On peut se faire plaisir en rajoutant quelques plantes et tout ça et se donner un peu l'illusion d'eux, mais la vérité, c'est que c'est pas possible. Donc, on va se dire que, une fois de plus, l'hygrométrie égale problème. Ils n'ont pas besoin d'une hygrométrie élevée comme on le lit partout, comme on le voit partout. Les 80% d'hygrométrie, j'ai même vu des articles où ils disaient à 90-100% d'hygrométrie. Là, c'est carrément une boîte de pétri que vous faites, donc votre animal aura des problèmes. Moi, ces animaux, je ne les mets jamais dans une ambiance humide. Donc, alors pareil, on entend souvent la méthode sèche, sèche, sèche. Ça ne veut rien dire la méthode sèche. Oubliez ce terme.
c'est pas la méthode sèche, c'est la méthode saine. Il n'y a pas de méthode sèche ou de méthode humide. Donc déjà, humide, ça marche pas. Hein. Après, on fait comme on veut, mais humide, je vous le dis, ça fonctionne pas bien. Et c'est pas la méthode sèche, c'est la méthode saine. Parce qu'en fait, c'est pas une méthode sèche. En fait, on essaye d'avoir, si on veut parler d'hygrométrie, hein, même si ça sert pas à grand chose, on est entre 50 et 60% d'hygrométrie. Donc c'est l'hygrométrie d'une maison. Donc ça suffit largement. Rappelez-vous, ces animaux-là, c'est des serpents, c'est pas des batraciens. Donc l'hydratation, elle se passe par là, c'est par l'eau de boisson, par la bouche, en buvant. C'est pas en les faisant vivre dans une ambiance humide. Donc je ne le répéterai jamais assez. Bon, ça commence à venir, hein. Je vois de plus en plus de gars qui parlent de cette méthode. Ouais. Voilà, en appelant ça la méthode sèche. Bon, moi j'aime pas trop ce terme, mais appeler ça méthode saine, c'est vachement mieux. Et donc en fait, voilà, toujours pareil, hein, comme avec les bohéléniques qu'on vous avait présentés, comme avec tous les boïdés. L'hygrométrie, on s'en moque. Tant qu'elle est moyenne, c'est 50%, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient à boire. Donc, on peut leur donner à boire dans un bac d'eau. Ils apprennent très bien à boire dans un bac d'eau, le changer souvent. Vous pouvez leur donner à boire avec un pulvérisateur, leur apprendre à boire au pulvérisateur. Bon, c'est quand même mieux, c'est plus facile qu'ils boivent dans un bac d'eau, hein, quand même. Et ils y vont très bien. Ouais, c'est moins contraignant. Mais en fait, les gens ont l'impression qu'ils ne boivent pas parce que, par exemple, moi, l'autre fois, je les ai vus boire parce que je me suis levé à 5 h du matin. Donc je me suis levé à 5 h du matin et il y avait ce spécimen-là qui était en train de boire. Donc ils sont vraiment très nocturnes, ils sont très actifs en plein milieu de la nuit. Donc c'est un animal qui va boire volontiers, ils vont trouver les bacs d'eau et tout ça. Vous pouvez inciter à la boisson en faisant des gouttes, mais à la base, quand les anciens, ils les pulvérisaient beaucoup, bon, il y avait aussi l'idée qu'ils venaient d'un endroit humide, donc ils voulaient peut-être à l'ancienne voilà, reconstituer le biotope. Bon, on sait maintenant que reconstituer le biotope, c'est pas possible. Ça n'existe pas en captivité. Surtout en terrarium. Voilà, en terrarium c'est très compliqué. Mais c'était aussi pour les inciter à boire parce que bah, c'est vrai que dans la nature on aurait tendance à se dire qu'ils boivent sur les gouttes, ils lèchent les gouttes parce qu'il y a beaucoup de pluie par là-bas. Donc voilà, donc, mais ils boivent très bien dans un bac d'eau. Moi je pulvérise très rarement les miens, enfin tous les canins que j'avais. Ils allaient super bien, ils faisaient des très belles mues, peut-être des fois en hiver comme il y avait un petit peu plus de chauffage, ça assèche un peu plus l'air, enfin ça assèche un peu plus les animaux, bon, des fois il y avait une mue qui restait un petit peu, 2-3 lambeaux de mue, mais la plupart du temps ils musent super bien. Donc voilà, c'est une espèce qui est franchement incroyable et excellente, vous voyez c'est absolument cool. Au niveau de la législation, donc retenez bien que vous avez le droit de l'avoir. Ouais, yeeha, super. Donc c'est des animaux qui vivent hors de la Guyane française, donc c'est une espèce totalement à part entière maintenant de Corallus caninus, je le répète. Donc vous pouvez avoir sans certificat de capacité jusqu'à 10 spécimens chez vous. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, le prix ça bloque. Bah oui, effectivement, c'est un animal qui est rare, qui est difficile à trouver en captivité. Donc effectivement, les prix ça peut monter très très vite. De 2005 à... Moi j'ai déjà vu des bébés avec beaucoup de blanc. Alors il y a la qualité du spécimen, hein. Ça c'est très important. Donc qualité du spécimen. Plus il y a de blanc, plus ils sont des marquages super, des gros diamants, des grosses lignes, des lignes très épaisses. Plus le prix s'envole, ça peut aller jusqu'à 7 000 €. J'ai déjà vu des bébés très très beaux à 7 000 €. Voilà, en fait, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc, c'est un serpent vraiment à découvrir. Je vous invite à venir les voir. Enfin, ils ne vont pas rester longtemps parce qu'il y en avait pas mal de gens qui nous les ont demandé. Mais à venir les voir dans notre boutique Reptiline parce que les voir en vrai, c'est quand même quelque chose. Tiens, rapproche-toi, on va faire un dernier petit gros plan pour bien voir la tête. Donc voilà, n'hésitez pas par la suite, là, quand on va passer aux questions, si vous avez des questions sur eux, je serai heureux d'y répondre. Ouais. Et on va revenir à vos questions. Voilà, Dimitri est là, il est chaud. Ouais, T'es chaud, ouais. Mais ouais. Il est encore un peu timide, c'est sa première émission des Harpoirs, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est un vrai déconneur en vrai. Et donc voilà, regardez la tête, encore les fossettes thermosensibles qui sont énormes. Regardez ça, et vous voyez, ils sont absolument cool. Tiens, on va le remettre sur sa perche. Je vais vous montrer un juvénile quand même. Que vous soyez pas venu un jeudi soir, que vous ayez pas loupé le dernier épisode de Derrick pour rien. Hello. Salut. Celui-là, il prépare une mue par exemple. On le voit parce qu'il a la tête un petit peu
un petit peu gonflé, comme ça. Souvent, ça fait cet effet un petit peu bouffi quand ils préparent une mue. Alors, vous voyez, hein, même les jeunes, hein, ils sont hyper calmes. Regardez-moi ça. Donc ça va être un adulte. Là, il y a un peu de verre qui arrive. Ouais, Donc c'est ça joli, va ouais. être un adulte vraiment canon. Mm. Ils sont vraiment super cool. Et très très jolis. Voilà les amis, j'ai eu beaucoup de demandes pour les Bathésy quand on a fait les premières vidéos. Hein, beaucoup de gens étaient intéressés pour en savoir plus sur ce serpent. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame avec les caninus. Alors j'espère que là vous avez compris et vu toutes les différences entre un caninus et un Bathésy. Au moins sur les photos, puisque là j'allais pas vous montrer un caninus puisqu'on peut pas l'avoir dans la boutique. Moi je peux en avoir en tant que éleveur chez moi puisque je suis capacitaire pour eux. Et voilà, donc je pense vous avoir donné toutes les infos. Sûrement j'oublie des choses, mais en tout cas ça pourra se faire dans les questions. Et donc on va les remettre dans leur terrarium et on va passer hop au Herpebook. Et voilà, et Laurine qui revient, la maman des reptiles. Toujours souriante. Eh oui, c'est elle. Oula, casse pas tout. Ouais, je suis en train de tout casser. Alors justement, un bouquin, on était sur les serpents, donc je vais vous présenter un livre en français sur les serpents, puisque c'est vrai que je vous ai présenté quand même des livres en anglais. Il y en avait certains d'entre vous qui m'ont dit ouais mais nous on parle pas anglais et tout ça. Bon allez, il faut faire un peu un effort, hein. Moi aussi avant je parlais pas anglais, mais à force de lire des livres sur les reptiles, je m'y suis mis et voilà, on apprend en s'amusant. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Donc là je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 2009, il y a 10 ans déjà. Et il me tient à cœur puisque j'y ai participé à l'époque à l'écriture avec plusieurs autres auteurs. Donc c'est notre ami Guirec Alain d'Animalia Édition qui fait Reptile Mag, qu'on salue bien, qui a été à l'initiative de ce projet de faire un atlas de la terrariophilie en français. À l'époque, il n'y avait pas grand chose en français de ce type, basé sur la terrariophilie. Donc il est très bien illustré. Donc il y a toute une partie qui est sur toutes les généralités d'élevage sur les serpents, la morphologie, etc., des éléments biologiques, écologiques et bien sûr des techniques terrariophiles, les terrariums, etc. Et ensuite, donc on part, donc évidemment c'est des serpents, l'atlas des serpents non venimeux, hein. Il n'y a rien sur les serpents venimeux dedans, donc c'est uniquement les boïdés et les colubridés. Donc la partie sur les colubridés avait été faite par mon ami et confrère Stéphane Rossel, que je salue bien et qui sera, attention les gars, vous l'avez demandé, il sera là dans le prochain rapport de mai. Yeah, cool up maximum. Ouais, ça sera cool ça. Voilà, ça va être cool, donc préparez vos questions pour mai. Sur les colubridés, il y a le Master of Colubridés qui sera là, Stéphane Rossel du centre d'élevage Reptilis. Donc évidemment il y a Philippe Gérard aussi qui avait participé, Philippe Gérard de Philippe Gérard Édition, il y avait plein d'autres auteurs. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose de compréhensible, ouais. Voilà, de complet, avec des fiches d'élevage. Il y a aussi toute une partie sur les pathologies qui avait été écrite par le docteur Schilliger, comme d'habitude, Lionel Schilliger, hein, notre fleuron français de la médecine sur reptiles, et qui est toujours partant pour participer au projet. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. C'est assez complet, c'est un beau livre. Ça fait 10 ans qu'il existe, il a été réédité, il y a eu une réédition et c'est plutôt bien illustré. Oh là, allez, ça c'était moi quand j'étais jeune, avec Aliasis Sylvestus. J'ai pas changé au final, à part les cheveux. Ça va, ouais. Hein? Ouais, ça va. Oh. Il y en a qui, souvent les mecs qui m'envoient une photo, hey, ils se foutent de ma gueule et tout. Hey, t'avais des cheveux. Ouais, c'est salaud. Ouais, mais j'avais des Olivaceus, ok? Et voilà, donc en fait, après, ça part justement sur des fiches d'élevage. Et vous voyez, il y en a même une sur le Corallus caninus. Donc avec tout ce qu'il faut savoir, en tout cas, évidemment, c'est une fiche pour juste découvrir l'animal avec les bases. Hein, donc voilà, mais ça permet d'avoir un
un gros coup d'œil sur pas mal d'espèces qu'on peut trouver en captivité. Peut aussi Donc, permettre de faire un choix sur son espèce. Voilà, évidemment, hein, ça peut, il n'y a pas qu'Internet, hein, c'est bien d'aller voir. Donc après, il y a les colubridés, voilà, où il y a de la relecture et tout. Donc il y a des bonnes choses sur Internet, mais les bouquins, ça reste toujours bien. Donc voilà, les informations. exactement, tout recroisé. Et ça, c'est l'Atlas de la terrariophilie, donc le volume 1 sur les serpents. Voilà. Et voilà, on en a fini avec le Herp Book. Et on passe aux questions. Yeah! Alors, si vous êtes chaud, on va commencer par ceux... J'arrête. On va commencer par ceux qui nous ont envoyé des questions sur la boîte mail Herpworld. Donc, je vous rappelle, si vous avez envie de poser des questions avant le show pour passer un petit peu... en avance au niveau des questions ou poser des questions plus longues, on a une boîte mail spécifique qui s'appelle reptiline.herpsworld@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous écrire des questions et nous avons donc Solène pour commencer. Non, Solène. Il faut être précis ou sinon tu peux dire Soso. Elle nous permet de Soso. Alors Soso, on va taper Soso plutôt que Solé. Hey. C'est breton en fait. Elle nous a voilà, c'est breton. On salue tous les bretons et Kevin est breton. Bretonne, alors. T'es pas bretonne et tu t'appelles comme une bretonne. Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Elle nous pose la question, en fait, lors d'un précédent nourrissage, le petit Régis s'est arraché une écaille rostrale en se griffant à l'entrée d'une des cachettes. Elle demande en fait au bout de combien de temps ou de mus ça va guérir. C'est assez variable, mais si l'animal est en bonne santé, en fait, au bout de 1 ou 2 mus, ça peut, c'est vraiment superficiel. Donc leur écaillure est faite pour résister aux abrasions et tout ça dans une certaine mesure. Donc à mon avis, compte 1 ou 2 mus et ça va le faire quoi. Ça c'est rapide. C'est pas grave. Ça c'est pas grave du tout. Donc elle désinfecte et surveille. Y a-t-il autre chose à faire? T'as même pas besoin de désinfecter. Désinfecter, il faut le faire quand il y a vraiment une lésion dans l'épiderme, que c'est ouvert et qu'il y a du sang. Ou une abrasion rostrale très très forte. Mais sinon, ça sert à rien de désinfecter. Voilà, tu surveilles juste, t'attends les mus et ça va revenir. Ça c'est rien. Donc elle a plein de questions, Solène. Elle nous demande notre avis sur la législation suisse. Notre avis. Je la connais pas. Ouais, déjà on va se concentrer sur la France peut-être. La législation suisse, je la connais pas bien parce que je suis pas suisse, hein, forcément. J'en ai entendu parler. Je sais que vous avez pas de chance, vous avez des tailles de cage. Enfin, vous avez de la chance dans le sens. Quand même. Ouais, en fait, il y a les deux côtés dans la